On est avec la maman d'Adrien Pérez. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La mort de Thomas à Crépol vous a, j'imagine, tout de suite renvoyé à votre drame, à ce mois de juillet 2018. Bonsoir à tous et merci de votre invitation. Oui, la mort de Thomas nous a ramenés à Adrien, oui, parce que Thomas est mort dans les mêmes conditions qu'Adrien. Je voulais juste faire un petit rappel à ce qu'a dit Monsieur Rizet. Les assassins de mon fils ne les attendaient pas à la sortie de la boîte de nuit. Ils sont venus les agresser eux-mêmes. Voilà, c'est une petite nuance qui fait beaucoup. Pardon. Voilà. Oui, la mort de Thomas nous ramène au meurtre de notre Adrien. Et avant toute chose, je voudrais, par la voix de votre chaîne, apporter toutes nos condoléances aux parents, aux frères et à la famille, et surtout notre du plus fond de notre douleur à nous et de notre cœur. Voilà. Et nous pleurons notre fils et nous osons pleurer aussi Thomas. Voilà. On vous voit et on vous entend bouleversée, madame, ce soir. Et encore une fois, on vous remercie d'avoir accepté de nous répondre. Je dis bouleversée, c'est parce qu'il y a aussi de la colère derrière tout ça? Oh, il y a de la colère. Bien sûr qu'il y a de la colère, monsieur. Mais vous croyez qu'on ne peut pas avoir de colère? Comment vous expliquer? Notre pays a sombré dans la violence. Notre pays, ça fait 4 ans qu'il a été gouverné par des politiques de droite, de gauche, qui ont laissé sciemment installer cette violence. Et personne n'a jamais rien fait jusqu'à présent. Alors, on entend tout, hein, des blablas par-ci, des blablas par-là, mais en attendant, il y a eu des violences et des morts avant mon fils Adrien, il y en a eu après Adrien, et croyez-moi, ce n'est pas fini. Je pense qu'après Thomas, il y aura encore des drames, encore des enfants de France qui vont tomber sous ces coups de cette violence gratuite. Vous aviez écrit une lettre à l'époque à Emmanuel Macron, restée sans réponse, je crois. C'était donc en 2018. Cette lettre-là, si vous la réécriviez aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez à Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous lui demanderiez concrètement? Je lui réécrirai la même lettre, parce que tout ce que je lui ai dit, écrit sur cette lettre, ça n'a jamais cessé. C'est exactement ce que l'on fait encore maintenant. Rien n'a changé. Depuis 5 ans et demi que mon fils a été assassiné, rien n'a changé. Rien. Alors on peut entendre qu'ils mettent des policiers en place, que ci, que là. Excusez-moi, mais au vu de l'actualité, rien ne change. Rien. Strictement rien. Rien. Mais qu'est-ce que vous lui demandiez dans cette lettre? Je lui demandais, je ne lui demandais pas quelque chose. Je lui décrivais la situation de notre pays. Je lui décrivais la violence de notre pays. Les actes que les Français et les enfants de France doivent subir par cette violence gratuite. Je ne suis pas, moi, plus que les autres, à devoir lui dire « faites ci, faites ça ». Pas du tout. Simplement, c'était une constatation. Une constatation de 40 ans que rien ne change. Rien, strictement rien. Vous êtes comme moi, hein, vous êtes journaliste, vous entendez tout, vous voyez tout. Hein. Je ne sais pas si vous-même, vous trouvez que dans notre pays, les situations changent. Non, non. On sombre sur la violence pour rien. Pour un regard, pour une cigarette, pour un nom. Et qu'est-ce que vous aimeriez que le gouvernement mette en place pour que ça change, simplement justement des actes. Et quels actes? Des actes répréhensibles, des actes de punition, que la justice, quand elle condamne, parce qu'elle condamne, effectivement, jugement, quand on arrête les criminels ou autres, on les juge, mais il faut des peines plus sévères. Je vais vous dire une chose, on s'est tellement investi dans le dossier des meurtriers de notre fils. Nous avons lu toutes les conversations téléphoniques qu'ils avaient en prison. Vous voulez que je vous dise de ce qu'ils parlaient en prison entre eux? Parce qu'il faut savoir qu'en prison, ils se parlent. Hein. Il y a des téléphones, ils se parlent. Ils se parlent même avec maman au téléphone. Et bien pour eux, ils savaient déjà qu'ils ne seraient pas condamnés à plus de 8 ans. Vous vous rendez compte? Même ceux qui tuent nos enfants savent qu'ils ne seront pas condamnés à plus de 8 ans, 10 ans de réclusion criminelle. Vous vous rendez compte? Donc moi, je demande à ce que notre pays, nos gouvernants, notre justice
soit ferme, définitive, que le quantum d'une peine soit exécuté de A jusqu'à Z. Ouais. Pas des lois que parce qu'ils se comportent bien en prison, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils étudient, eh ben, qu'on les relâche, alors pas dans les 3 ans, hein, mais les assassins de mon fils, hein, ne croyez pas, ils vont pas faire leurs 15 ans pleins. Hein. Non, non, les assassins de mon fils, eux, je me dis encore dans 5 ans, ils vont être dehors. Voilà. C'est ça que nous, parents d'enfants, partis sous ces coups de couteau, parce que c'est souvent par coups de couteau, hein, Thomas, c'est un coup de couteau. Ça bien les donner, les coups de couteau. Il les donne en plein cœur, les coups de couteau. Madame Pérez, oui, c'est vrai que vous avez raison, parce que les meurtriers de votre fils ont été condamnés en 2021, interpellés en 2018, aussitôt les faits. Donc 15 ans de prison, ça veut dire, même si le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a supprimé à son arrivée les remises de peine systématiques, c'est à peu près 2 mois par an. Hein. Il a supprimé ça. Mais malgré ça, ils sortiront en 2028, vous avez raison, c'est-à-dire qu'ils auront fait 10 ans sur les 15 parce qu'ils vont se tenir correctement. Et ils feront 10 ans sur les 15. Vous êtes papa, est-ce que vous trouvez que c'est normal, monsieur? Non, je ne trouve pas que c'est normal. Mais voilà. je suis d'accord avec vous, parce que vous avez perdu un fils. Il y a des lois en France qu'il va falloir qu'elles changent. C'est-à-dire que les victimes premières n'est plus là. Et puis les victimes collatérales, nous, ce qu'on appelle les parents, les familles, il va falloir qu'on nous entende, qu'on nous considère un petit peu plus. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une condamnation, un jugement, un quantum, il faut que cette loi, elle cesse. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur peine. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous savez, monsieur, ce qu'elle est notre vie à nous, parents d'enfants partis sous des coups de violence gratuite, c'est tous les jours, monsieur. Tous les jours, 2 fois par jour, je vais en passer du marbre, monsieur. Moi, mon fils, il rentre plus chez moi. Il me dit plus, maman. Il nous appelle plus, papa. Je ne l'ai plus au téléphone. Je ne l'embrasse plus. Eux, en prison, ils voient leurs parents. Et vous savez ce qu'elle a fait, la justice, pour nous, monsieur? C'est 2 meurtriers. Ils sont pas loin de Grenoble. Il y en a un qui est à Saint-Quentin-Falalier et l'autre qui est à Roanne. Vous voyez, monsieur? C'est-à-dire que monsieur et madame, les géniteurs de ces assassins, parce qu'ils n'ont pas d'autres mots pour les définir, hein, ils ont à faire à peine 2 heures de route pour aller voir leur fils. Vous vous rendez compte ce que la justice nous impose? Au lieu de... Voyez, on parle de punir les parents s'ils ne font pas leur rôle de parents. Là, j'écoutais vaguement M. Grand. Mais ça aussi, ça fait partie d'une condamnation. Ils ont eu des enfants qui sont meurtriers. Bah, on leur laisse encore la possibilité de faire à peine 2 heures de route pour aller profiter pleinement de leurs enfants quand ils vont les voir. Mais moi, je les aurais envoyés à l'autre côté de la France. Vous voyez, ça aussi, c'est plein de petites choses comme ça que les victimes doivent supporter. Voilà, en plus de la mort de votre enfant. On imagine à quel point ça doit être dur. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce soir sur BFM TV.